Mon nom, c'est Nathalie Bouchard. Je suis juriste responsable des projets à la GFO. Premièrement, j'aimerais reconnaître que puisque je suis physiquement à Ottawa, je me trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, qui est présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que cette nation est la gardienne et défenseur traditionnelle de ce territoire et on la remercie de son accueil. On reconnaît aussi que la colonisation, le racisme et le suprémacisme blanc ont eu et continuent d'avoir des conséquences néfastes sur les communautés autochtones. Et on vous invite à prendre un moment pour songer au territoire où vous êtes aujourd'hui, ainsi qu'au peuple qui en est gardien. Nous sommes très contents de vous voir ici avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que la formation est accréditée par le Barreau de l'Ontario pour 1 heure et 20 minutes de contenu de professionnalisme. J'aimerais aussi souligner que la formation aujourd'hui est enregistrée et le lien à l'enregistrement sera disponible et envoyé à vous la semaine prochaine. De plus, j'aimerais souligner quelques points d'intendance avant qu'on commence. Vous avez sûrement remarqué qu'on est en format webinaire Zoom aujourd'hui. On vous encourage à poser vos questions dans la fonction Q&A et il y a aussi le chat. Pour ceux et celles qui sont avec nous qui ne sont pas membres de la GFO, on vous encourage à devenir membre en visitant notre site web www.agfo.ca. Nous sommes choyés d'accueillir 3 excellents panélistes aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais présenter Maître Sophie Galipeau. Maître Galipeau est avocate bilingue au service des enquêtes du Barreau de l'Ontario, où elle travaille depuis 2004 en occupant différents postes. Avant de joindre le barreau, Maître Galipeau a exercé le droit civil et familial au Québec. Elle a étudié le droit à l'Université de Montréal et a été assermentée au Québec en 1997 et en Ontario en 2009. Merci Sophie d'être là. Merci. Deuxièmement, je vous présente Maître Raymond Leclerc. Alors, Maître Leclerc a été nommé vice-président à l'assurance Law Pro à Toronto en juin 2008 et en mai 2012 devient vice-président aux affaires publiques, responsable des relations avec le gouvernement. Maître Leclerc était avocat conseil général pour un développeur renommé d'Ottawa, Canada Research Park Corporation, incluant l'hôtel Brook Street et le club de golf Marshes. Il a pratiqué au sein des cabinets d'envergure nationale à titre d'avocat autonome. Il a été professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et à la Cité collégiale pour les cours en droit immobilier en français. Il était moniteur en chef de la section droit immobilier du cours du barreau de l'Ontario, à Ottawa, du barreau à Ottawa, en français et en anglais, et membre du Solicitor Advisory Group Licensing Process du barreau de l'Ontario. Maître Leclerc était autrefois président et il est encore membre actif de la section du droit immobilier de l'Association du barreau du Canada, de l'Association du barreau de l'Ontario et du groupe de travail Working Group on Lawyers and Real Estate. Il est membre du conseil de l'Association du barreau de l'Ontario. Il a autrefois été membre de l'exécutif du Conseil des sections nationales de l'Association du barreau du Canada et autrefois vice-président du North American Bar-Related Title Insurers. Ancien président du comité aviseur pour le programme d'assistance juridique de la Cité collégiale et Ontario Real Estate Lawyers Association. Merci beaucoup, Raymond, d'être avec nous. Bonjour, merci. Et troisièmement, je vous présente Maître Louise Hurtaud. Maître Hurtaud est diplômé en droit civil de l'Université d'Ottawa et en common law de l'Université Dalhousie et membre du barreau de l'Ontario. De 1989 à 1997, Maître Hurtaud a pratiqué le droit au sein du ministère du procureur général de l'Ontario à titre d'avocate bilingue dans la section de litige civil. Elle a ensuite accepté un poste au sein d'un cabinet privé à Toronto et a ouvert son propre cabinet avant d'intégrer en 2004 le barreau de l'Ontario comme avocate bilingue au service de la discipline qui est maintenant le service du contentieux. De janvier 2016 à décembre 2018, ensuite ses fonctions en tant qu'avocate bilingue, elle a agi en tant qu'avocate des affaires francophones du barreau de l'Ontario. Maître Hurtaud a été présidente de la GFO de 2006 à 2008, présidente du comité des langues officielles de l'Association du barreau de l'Ontario de 2002 à 2004 et présidente du conseil d'administration du Centre francophone de Toronto, tel qu'il était de 2012 à 2014. Elle siège sur le comité consultatif sur les services en français du conseil d'administration de l'aide juridique Ontario depuis 2020 et présidente du sous-comité de formation professionnelle continue de la GFO. Par décret du Conseil exécutif de l'Ontario, Maître Hurtaud a été nommé en 2021 à titre de membre externe du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français pour un mandat de 3 ans et elle a été élue vice-présidente du Conseil le 23 juin 2022. Merci beaucoup, Louise, d'être avec nous. Avec plaisir. Et maintenant, je vais passer la parole à Sophie et je vous souhaite une excellente formation. Merci, Nathalie. Eh bien, bienvenue. On vous a préparé une belle présentation avec plein de sujets du jour. Les voici.
Je vais débuter sans plus tarder avec le premier sujet qui est les contrats abusifs, de prêts abusifs et inscription d'avis de sûreté. On entend parler de ce problème dans les médias depuis un certain temps. Dans la présentation, on a mis des liens à quelques articles qui illustrent bien le problème. Lisez-les, c'est assez choquant. Mais en résumé, ça commence souvent par un vendeur qui cogne à la porte d'une personne âgée vulnérable qui est propriétaire de sa maison. Le vendeur offre de lui vendre un système de ventilation, de chauffage ou peu importe sur sa maison et l'incite à financer le coût par l'entremise d'un prêteur privé qui est souvent lié au vendeur. Le vendeur fait signer des documents par le consommateur et ne l'informe pas des conditions, par exemple, qu'il y aura un avis de sûreté qui sera enregistré sur sa maison pour un montant souvent bien au-delà de la valeur de ce qui est vendu. La plupart du temps, le consommateur apprend l'existence de l'AVS quand il vend ou refinance sa maison et il a très peu de temps pour payer un montant qui est souvent exorbitant pour retirer l'AVS. Souvent, ça ne s'arrête pas là. La personne âgée est incitée à conclure d'autres contrats pour acheter d'autres choses, comme un adoucisseur d'eau ou un thermostat contrôlable avec un téléphone intelligent que la personne n'a probablement même pas, ou encore faire des rénovations qui ne sont pas utiles sur la maison. Et là, il y a une série d'AVS qui sont inscrites sur le titre de la maison. Ensuite, le prêteur convainc le propriétaire de payer et d'enlever les AVS à l'aide d'un autre prêt à intérêt qui est souvent élevé, garanti par une hypothèque. Et là, les agents et courtiers obtiennent des commissions importantes. Bon, laissez-moi juste, désolé. Donc, quand la personne âgée qui est souvent à revenu fixe ne peut plus faire les versements, bien, elle est à risque de perdre sa maison. Comment les avocats sont impliqués dans ces transactions? Bien, l'avocat risque d'être approché par une personne qui est liée au vendeur ou au prêteur qui va lui donner des instructions pour enregistrer les AVS ou l'hypothèque. Souvent, les circonstances ne sont pas claires et l'avocat ne sait pas si la transaction est dans l'intérêt du propriétaire. L'avocat peut aussi être embauché par l'agent ou l'intermédiaire du prêteur pour donner un avis juridique indépendant au propriétaire âgé qui est des fois accompagné par l'agent. Le barreau a publié un avis, vous avez le lien dans la présentation, un avis à la profession pour mettre en garde les avocats et leur rappeler les obligations déontologiques qui sont, entre autres, reconnaître qui est le client dans la transaction et connaissez bien le client. Renseignez-vous sur les circonstances des clients et assurez-vous d'agir dans l'intérêt véritable du client. Ne soyez pas dupes et évitez de favoriser la fraude, la malhonnêteté, le crime ou toute conduite illégale. Soyez honnête et franc envers le client. Connaissez bien tous les aspects de la règle sur la compétence. Évitez de vous placer dans une situation de conflit d'intérêts. Et si vous êtes embauché pour représenter le prêteur et l'emprunteur dans les cas où c'est permis, suivez les règles sur les mandats communs. Donc, c'est Sophie, veux-tu avancer l'écran? Oui, absolument. Oui, désolée. OK. Donc, c'est ce que je viens de discuter. Maintenant, je vais laisser la parole à Louise, qui va nous parler de quelques cas concrets qui se sont retrouvés devant le tribunal du barreau récemment. Alors, Louise? Oui, merci, Sophie. Alors, il y a deux affaires dans lesquelles le barreau a déposé des motions pour une ordonnance pour une suspension de la pratique des titulaires de permis. Alors, dans ces deux cas, le barreau devait démontrer qu'il existait un risque ou un préjudice important pour le public et l'administration de la justice si une ordonnance de suspension interlocutoire n'était pas rendue et l'ordonnance de suspension de la licence de ces deux avocats était susceptible de réduire le risque. Vous avez sur l'écran les deux décisions de la formation de première instance du barreau. Dans ces deux cas, le cadre des allégations comprennent que ces avocats auraient participé ou facilité une fraude hypothécaire
ou un stratagème visant à exploiter financièrement des personnes âgées par le biais de pratiques de prêts abusifs. Le système implique des participants récurrents qui semblent cibler des personnes âgées vulnérables, retraitées et qui disposent de faibles revenus fixes pour ensuite leur faire souscrire des contrats de prêt hypothécaire qu'elles ne pouvaient pas se permettre et qu'elles n'avaient pas de perspective raisonnable de rembourser. Les détails du stratagème ont été bien résumés par ma collègue Sophie Galipeau lorsqu'elle vous a parlé des vendeurs en porte-à-porte qui incitaient les propriétaires âgés à conclure des contrats et les AVS. Et ensuite, on inscrivait ça sur leur propriété, souvent à leur insu. Puis c'est ça, les AVS, c'est semblable à un privilège qui était enregistré sur la propriété. Fait qu'à la suite, les propriétaires âgés sont incités à prendre une hypothèque sur leur propriété, soit une petite hypothèque privée comme sous le nom de micro-hypothèque ou une hypothèque privée importante. Et on voyait une hypothèque entre 100 000 à 550 000 pour rembourser les AVS et pour financer aussi d'autres améliorations et rénovations de la maison. Les avocats agissaient des fois pour les personnes âgées, d'autres fois pour le prêteur touchant les prêts hypothécaires importants. Et les propriétaires âgés présentaient les caractéristiques déjà identifiées, alors âgés, revenus fixes, faibles, mais de plus, ils avaient une équité considérable dans leur logement. Il y avait plusieurs AVS enregistrés sur le titre de propriété dans un court délai. Et comme j'ai indiqué, les prêts hypothécaires étaient importants à un taux d'intérêt au-delà de la valeur de prêts de banque ou du marché. On voyait des hypothèques à 25 %. En plus, il y avait des frais de prêteur et de courtier substantiels. Fait que des frais de prêteur et de courtier substantiels. Fait que les signaux d'alarme, dont on réfère au drapeau rouge ou red flags en anglais, qui auraient alerté ces avocats qu'il s'agissait de transactions problématiques et préoccupantes, sont celles que j'ai détaillées. Alors, le taux d'intérêt était bien supérieur à la valeur du marché, le montant de l'hypothèque était élevé, ce qui soulevait la question de savoir comment est-ce que ces personnes âgées étaient censées de rembourser le montant principal à l'échéance de l'année suivante avec leur modeste revenu fixe. J'ai indiqué les frais d'emprunt importants, le nombre d'AVS enregistrés sur la propriété, sur le titre de la propriété. Et ça leur a dû soulever des inquiétudes quant à la raison pour laquelle autant d'AVS étaient enregistrés sur les propriétés. On a aussi vu quelques instances où les personnes âgées avaient une ligne de crédit inutilisée à un taux d'intérêt bas, alors qu'elles demandaient à emprunter une somme importante à un taux d'intérêt élevé, et j'ai indiqué à 25 % dans quelques instances. Mais même si on ne parle pas d'un taux d'intérêt élevé, tous les facteurs que je viens d'identifier soulèvent des drapeaux rouges. Alors, ces dossiers nous alertent sur l'importance d'être aux aguets de pratiques de prêts abusifs et maltraitantes financières des personnes âgées. Et quand on parle de prêts abusifs, ce terme est utilisé pour décrire des pratiques de prêts qui sont injustes pour l'emprunteur. Et puis, bien qu'il existe beaucoup de définitions et catégories d'abus, les caractéristiques des prêts abusifs sont généralement ceux qui ont été mentionnés. Sophie vous a parlé de la profession. On vous encourage d'aller lire l'avis qui détaille toutes les caractéristiques préoccupantes auxquelles les membres de la profession devraient être attentifs. Et pour clore mon petit discours, je vous fais 2 rappels. Les drapeaux rouges font partie d'un arbre vivant et les fraudeurs changent leur modèle couramment. Et les titulaires de permis ont la responsabilité de s'assurer que chaque transaction est de bonne foi, quelle que soit la partie pour laquelle ils agissent. Maintenant, Raymond va nous parler des facteurs qui facilitent la fraude et comment contrer à ce problème. Raymond? Donc, je pense que Louise, tu as bien indiqué les facteurs qui contribuent. Je peux vous aviser que Lawpro a reçu certaines réclamations
contre les avocats qui sont en jeu présentement, n'ont pas été conclus, donc je ne peux pas vous donner des conclusions. Mais on fait les allégations que l'avocat est impliqué dans la fraude. On fait des allégations que l'avocat n'a pas vraiment bien servi son client, qui est l'emprunteur. Des allégations qu'il n'y a pas eu de bon avis indépendante pour l'individu. Donc, tous des circonstances qui mettent en question exactement le rôle de l'avocat et puis pourquoi il s'est impliqué dans le dossier. Je peux vous dire que présentement, il y a un projet de loi qui a été déposé par le parti NDP pour éliminer tous les avis qui ont été enregistrés depuis toujours. Un acte qui est un peu avancé, si vous voulez. D'habitude, on impacte le futur. Maintenant, on veut impacter le futur et le passé. Donc, c'est en place comme c'est là, le projet de loi 169. Il y a un lien là que vous pouvez aller le voir si vous voulez. Malheureusement, étant un projet de loi indépendant, non du gouvernement, il y a très bonne chance que ça ne passera pas. Cependant, le ministre au service au public et aux entreprises a indiqué que le gouvernement déposerait lui-même un projet de loi. Un projet de loi qui va, on dit, faire la même chose, enlever le droit d'enregistrer des AVS au futur et d'enlever tous ceux qui sont déjà enregistrés. Donc, comme avocat aujourd'hui, on devrait faire certain d'aviser les clients s'ils participent à mettre un AVS ou ils en ont un, que le gouvernement va possiblement faire quelque chose. Le problème avec, c'est que c'est un acte futur, incertain. Donc, présentement, on doit procéder comme si les AVS sont de bons privilèges contre le titre. Et malheureusement, les gens doivent le payer lorsqu'ils refinancent ou lorsqu'ils vendent la propriété. Il y a plusieurs actions devant la Cour par des bureaux d'avocats qui cherchent à mettre de côté les AVS et les hypothèques qui ont été mises en place, mais on attend encore les résultats de ça. On peut passer au prochain. D'accord. D'accord. Donc, en bout de ligne, soyons aux aguets et ce qui va se passer dans l'avenir sur ce sujet. Notre prochain sujet, c'est la vérification virtuelle de l'identité du client. Alors, le site Web du barreau décrit les exigences d'identification des clients et il y a un lien dans la présentation également. La partie 3 du règlement administratif numéro 7.1 décrit les circonstances dans lesquelles les avocats et les parajuristes doivent vérifier l'identité du client, c'est-à-dire examiner les documents, les données et les renseignements indiqués dans le règlement administratif. À moins d'exemption, vous devez vérifier l'identité du client chaque fois qu'un mandat implique une opération financière et que vous recevez, versez ou virez des fonds reliés à l'opération. La diapo suivante ça comporte un tableau qui a été publié par le barreau et qui explique bien les obligations. Je vais juste revenir au prochain, vous pourrez le lire là, mais durant le confinement de la pandémie, à partir de 2020, le barreau a autorisé une mesure d'urgence qui était la vérification des clients par vidéoconférence ou d'autres formes de communication virtuelle. Il n'était plus obligatoire de vérifier l'identité en personne ni d'obtenir la pièce d'identité physique du client. Bien que ça ait aidé à pouvoir continuer à servir les clients sans délai dans une situation qui était exceptionnelle, le nombre de vols d'identité, de fraude hypothécaire et blanchiment d'argent a quand même augmenté. Et le barreau a mis fin à cette mesure d'urgence le 31 décembre 2023. Depuis janvier 2024, il est donc plus possible de vérifier l'identité d'une personne par vidéoconférence ou virtuellement en regardant seulement la personne et sa pièce d'identité.
mais le barreau autorise la vérification virtuelle si le titulaire de permis a un processus ou une méthode pour authentifier la pièce d'identité. Raymond va nous donner des conseils lors de la vérification de documents d'identité et nous parler des technologies d'identification. Alors, Raymond, je vais juste passer à la prochaine. Laisse-les là pour 2 secondes. OK, d'accord. Merci, Sophie. Donc, les technologies, le barreau a indiqué qu'on doit utiliser des technologies. Ils nous ont fait référence à un site d'une association qui, avant, prévoyait certains fournisseurs. Malheureusement, ce site-là a maintenant enlevé les fournisseurs et donc, on doit le trouver. Maintenant, dans la publication du barreau, chaque semaine, les OR, il y a des annonces pour certains des fournisseurs. LawPro a envoyé un sondage à tous les fournisseurs qu'on connaissait, leur demandant des questions. On a à peu près 25 questions. Combien ça coûte, comment la procédure s'entame, qui reçoit les résultats, où sont gardés les résultats, dans quelle langue, est-ce qu'ils opèrent, etc. Vous pouvez trouver ça tout dans la charte des vendeurs que LawPro a préparée à practicepro.ca, IDV Vendors. Donc, c'est là pour votre vérification. Donc là, on peut avancer. Donc, comme vous voyez ici, on a toujours l'obligation d'identifier les clients, qui est une procédure très facile. Où ça devient compliqué, c'est lorsqu'on a des fonds sont impliqués. Lorsque des fonds sont impliqués, là, on doit aller à une étape plus élevée, la vérification du client pour obtenir plus d'informations, sauf si on a des exceptions, puis les exceptions sont bien notées là. Mais dans la circonstance où on veut maintenant être virtuel, on doit maintenant avoir l'authentification des documents et on en parle un peu plus avec ça. Cependant, si on peut passer au prochain, il ne faut pas oublier que parce qu'on a maintenant une technologie pour revoir le tout, qu'on ne fait plus ce qu'on faisait avant. On doit continuer à faire ce qu'on faisait, vraiment de vérification par technologie est en surplus. Et c'est très important de voir, premièrement, il faut voir que obtenir la documentation, d'identifier des clients n'est pas une procédure de simplement copier et classer dans le dossier. Malheureusement, on a des réclamations où il y a eu une fraude. L'avocat nous remet la documentation qu'ils ont reçue. Le document démontre vraiment une femme comme étant la cliente. Cependant, l'avocat nous dit que c'était un homme qui était le client. Donc, ils n'ont même pas regardé la photo sur le document qu'ils ont reçu lorsqu'ils l'ont reçu. Donc, on doit revoir ça. Si vous recevez différentes identifications de documents, est-ce que les photos sont les mêmes? Donc, vous recevez un passeport et un permis de conduire. Ils ne peuvent pas être les mêmes, comme vous connaissez la procédure pour les obtenir, ces documents-là. Donc, s'ils sont, il y en a un, si pas les deux, qui sont des fraudes. Est-ce que la personne sourit? Encore, on est censé avoir une expression neutre. Donc, encore, on doit questionner la documentation. Est-ce que l'âge est apparent? Donc, on regarde la documentation. La documentation indique que le document a été émis il y a 1 an ou 2. Cependant, le client paraît être beaucoup plus jeune ou plutôt plus vieux. L'autre, juste pour le permis de conduire, qui est surtout sur le document qui est remis, c'est de le regarder pour voir est-ce qu'il y a des choses apparentes. Dans ce que je ne savais pas quand j'ai commencé, j'avais toujours su que les derniers chiffres de numéro de conduire, c'est notre date de naissance. Cependant, le premier chiffre, c'est une lettre, et c'est la première lettre, c'est la première lettre de votre dernier nom. Donc, encore, maintenant, les fraudeurs normalement le savent, mais s'ils ne le voient pas, ça pourrait être une façon d'identifier une fraude. L'autre chose, c'est que la date de naissance pour l'homme est indiquée comme elle est. Pour le mois, on met des 0 puis des 1. Cependant, pour les femmes, on remplace le 0 puis le 1 pour un 5 ou un 6. Donc, encore, vous avez une dame devant vous, mais le numéro indique que la date du mois est un 0 ou un 1. Donc, vous avez une fraude à ce point-là.
Donc, il faut regarder. L'autre chose à regarder, c'est la signature sur le document. Est-ce que la signature représente la signature de votre client devant vous qui veut signer vos documents? Souvent, les fraudeurs vont mettre une signature formatisée sur les documents qui sont frauduleux. Donc, c'est à vérifier toutes ces choses-là. On vous donne des indications. Vous pouvez aller voir vérifier avec le gouvernement. Je vous donne le lien là pour les permis de conduire. Malheureusement, le gouvernement d'Ontario nous dit simplement si le permis est valide ou non valide. On n'a pas de portrait, puis on n'a pas de nom. Donc, on ne sait pas. Et puis, souvent, on va recevoir maintenant, les fraudeurs utilisent des permis qui sont valides. Donc, on reçoit la réponse que c'est valide, mais on ne sait pas le nom ou la photo, donc on ne sait pas si vraiment ça représente la bonne personne. Le prochain écran. Malheureusement, ce qu'on a, c'est que ce n'est pas seulement les individus qui ont leur identité de prise, mais on a les entreprises aussi. Donc, pour les entreprises, on dépose un formulaire 1 qui change les administrateurs et dirigeants. Je vous donne un lien là pour une des causes. Et puis, on a seulement le nouveau registre des entreprises de l'Ontario qui semble réduire un peu l'opportunité de faire ça parce qu'on a maintenant une clé pour la compagnie. C'est comme le PIN quand vous allez avec votre carte de banque. Donc, si vous donnez ça à quelqu'un, bien, c'est votre faute, puis c'est à vous de responsable. Donc, ça réduit, mais n'importe qui peut enregistrer les documents. Si on peut au prochain écran. Donc, il y a deux formules. Tous les bureaux à travers du Canada. Le bon formulaire bien complété et avec la bonne somme d'argent, pouvait enregistrer le formulaire. Ça, c'est parti. Mais on a ouvert avec deux fournisseurs qui reçoivent les documents électroniquement. Encore, ils n'ont aucun service, ils n'ont aucune obligation de vérifier. Encore, bon document, bien complété, bonne somme d'argent, il se fait enregistrer. Maintenant, il faut regarder à la loi parce que la loi dit que le ministre consigne dans un dossier les renseignements prévenant de tous les rapports et de tous les avis qu'il reçoit au terme de la présente loi. Donc, il le reçoit, il l'enregistre. Au paragraphe 21, le ministre peut accepter la teneur des renseignements que comporte un rapport ou un avis déposé au terme de la présente loi sans vérifier l'intégrité ou l'exactitude. Donc, comme avocat, lorsqu'on a une corporation, normalement, on va chercher un rapport pour indiquer qui sont les dirigeants et les officiers. Ce rapport nous revient, la personne se présente, ils ont de l'identité, elle peut être frauduleuse ou ça peut être leur propre identité. Il va avoir un livre de minutes qui est complet. Qu'est-ce qu'un avocat, comment est-ce qu'un avocat peut déterminer que c'est une fraude? Premièrement, un livre de minutes complet, je n'ai jamais vu ça, donc peut-être c'est la première indication, mais à part de ça, il est très difficile de pouvoir le dire. Et puis, c'est exactement ça. Quelqu'un s'est dit, écoute, ce n'est pas possible. Notre rapport, c'est toujours le rapport qu'on prenait pour se fier dans le système. Et puis, on était à la cour. Et puis, c'est même été à la cour d'appel en Ontario. Et puis, la Cour d'appel a dit, we agree with the motion judge's conclusion that reliance by third parties on the information accepted by the ministry is not contemplated by the Act. Donc, l'information qui est déposée est reçue. On ne confirme rien dans le document. Donc, on est pour parler avec le gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut mieux rattacher les choses. Maintenant, on a une troisième source de pouvoir enregistrer, qui est les intermédiaires professionnels, les avocats, les comptables, etc. On a tous, nous, les professionnels, une obligation d'obtenir l'identification. Donc, c'est moins possible que la personne, qu'il y a un document qui va être frauduleux, qui va être enregistré, mais on a encore les deux fournisseurs qui n'ont pas cette obligation-là. Donc, à se méfier qu'on ne peut pas tout simplement accepter la documentation que le gouvernement nous donne, surtout si les changements ont été faits récemment. Si on a déposé le formulaire récemment, on devrait demander plus de questions, certainement. On passe au prochain sujet? Oui. Alors,
Raymond, comme tu fais tellement bien ça, on va te demander de faire le prochain sujet qui est la fraude par ingénierie sociale. Donc, Je te ici, laisse c'est la un parole. changement qui vient de la part de LawPro. On a la fraude est universelle, ça, c'est pas nouveau, mais on a des nouveautés avec LawPro qui vont vous impliquer. Donc, premièrement, l'ingénierie sociale, c'est qu'on essaie de vous tromper ou de vous manipuler, de faire quelque chose, de cliquer sur un lien, de donner des informations pour qu'eux puissent utiliser ça pour rentrer dans vos systèmes et prendre l'information ou aller prendre l'argent de votre compte de banque. Donc, c'est ça qu'on a à se méfier. On va au prochain. Tout le monde est susceptible parce que c'est des caractéristiques humaines. On a tous ces caractéristiques-ci. Il y en a qui n'ont plus en évidence que d'autres, mais on a tous certains de ces critères ici. Et puis, il y a une science sur l'ingénierie sociale. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces caractéristiques-ci humaines contre la personne? Et on va essayer de procéder, soit l'avidité, la confiance, la peur, l'ignorance, la curiosité, la paresse ou la colère. On va les utiliser pour vous manipuler ou vous tromper à faire quelque chose. Au prochain. Donc, ce que ou hameçonnage par téléphone. En anglais, on dit phishing, smishing and vishing. Donc, sont tous la même chose. C'est un message que vous recevez. Normalement, c'est par courriel, mais comme les jeunes, normalement ou généralement, n'utilisent pas le courriel, ils vont utiliser des textes. On a le smishing. Et comme normalement, les plus vieux n'utilisent ni un de ces deux services-là, c'est le téléphone. Donc, on a le smishing. Tous des façons encore pour essayer que vous allez faire quelque chose que vous ne deviez pas faire. Vous allez cliquer sur un lien, vous allez donner de l'information et de là, les fraudeurs vont être capables d'incorporer dans vos systèmes pour prendre ce qu'ils veulent. C'est un système qui est organisé. Les fraudeurs, c'est plus simplement le jeune qui est dans ses pyjamas, dans la cave de ses parents, qui joue maintenant. C'est un système qui est organisé. On a une personne qui va essayer de trouver le contact. Une fois qu'ils ont le contact, ils passent à une autre section des fraudeurs qui, eux, rentrent dans les systèmes, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de bien organisé, malheureusement, contre nous. On passe au prochain. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Ceci c'est un projet d'éducation. Ce n'est pas vraiment une question d'assurance. Oui, on peut vous assurer. Certainement, on pourrait faire ça. Mais votre prime va permettre de tripler pour couvrir les pertes qui vont être engendrées. Il faut vraiment éduquer les gens et c'est ce qu'on regarde à faire, c'est d'éduquer les gens. Malheureusement, on a certains qui sont ici. On n'a pas besoin de s'inquiéter de vous parce que vous prenez l'éducation, vous le faites. Mais tous ceux qui ne le font pas. Donc, comment est-ce qu'on les joint? Comment les rejoindre? C'est qu'on va dire, tout simplement, votre police d'assurance qui vous protège au niveau de 1 million va baisser à 250 si vous ne suivez pas certaines procédures. Et donc, on se demande, qu'est-ce que c'est ces procédures-là? On passe au prochain. Donc, très simplement, la procédure, c'est d'établir une relation avec le client pour l'échange d'argent. À quel compte est-ce que vous voulez que le client dépose? À quel compte est-ce que le client veut que vous déposez? Donc, vous allez donner votre numéro de compte de fiducie, vous allez donner votre numéro de compte de général et vous allez recevoir le numéro de compte des clients. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a un courriel qui va rentrer, soit au bureau d'avocat ou soit au client, qui va dire on a un paiement à faire, déposez l'argent à ce compte ici. Si on n'a jamais établi, bien, on ne sait pas que c'est des fraudeurs et on ne sait pas qu'on envoie l'argent aux fraudeurs. Tandis que si on établit la relation, on sait à quel compte ils vont. Si on reçoit des instructions contraires, là, on doit se méfier et confirmer. C'est exactement ça. On doit indiquer que ces numéros-là de compte ne changeront pas. Et s'ils changent, on doit vérifier l'information. Et on ne vérifie jamais en appelant le numéro dans le courriel.
on a une réclamation qui est récemment rentrée. C'est exactement ce qu'il a fait. L'avocat a reçu des instructions qui étaient différentes d'avant. Il a appelé le numéro dans le courriel, non le numéro qu'il connaissait pour le client. Il a appelé le numéro dans le courriel. Il a parlé à une personne qui pensait qu'il était le client. Il a envoyé les argents et plus tard, le client a indiqué que je n'ai jamais reçu mon argent et maintenant, on a une réclamation contre l'avocat. Prochain. Donc, c'est important d'établir ces données-là. C'est important d'aviser le personnel de cette procédure. Avec les clients. Il y a une étude qui vient de sortir, au-delà de 50% des clients ne connaissent pas les détournements de fonds, ne connaissent pas ce pétrin-là et donc peuvent facilement tomber. Et on a des circonstances où le client a reçu des messages de leur bureau d'avocat sur la lettre en tête de l'avocat, leur dirigeant d'envoyer les fonds et les clients ont envoyé les fonds à un fraudeur et non. Dans un cas, 200 000 $ 2 jours avant la fermeture de la transaction, qui était tout l'argent que le client mettait dans la transaction. Donc, situation très difficile la journée de fermeture lorsqu'il manque 200 000 $. Et à qui la faute? Donc, c'est ça qu'on essaie d'éviter dans ce point-là. Prochain. Donc, on a émis un formulaire pour exemple de langage pour mettre dans votre mandat. On demande que vous le faites dans votre mandat, mais ça n'a pas besoin d'être un mandat. N'importe quelle procédure que vous utilisez pour commencer votre dossier, pour faire la relation, pour établir le mandat que vous avez. Ça peut être un courriel, ça peut être une lettre séparée, ça peut être ce que vous voulez. Et vous n'avez pas besoin de prendre le formulaire qu'on a ici. Vous pouvez le prendre si vous voulez. C'est une suggestion de type d'information qu'on veut. Vous l'incorporez comme vous pouvez dans votre message ou dans votre communication avec le client. Prochain. Donc, on a certaines questions qui sont revenues. Il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise de remettre l'information du numéro du compte de banque de fiducie. Vous le faites tous les jours lorsque vous envoyez un chèque de fiducie. Donc, encore, ce n'est pas nécessaire de le faire, mais vous allez tomber à 250 000 $ de protection si vous ne le faites pas. L'information. Maintenant, donner l'information du numéro de compte n'est pas le problème. Ça ne les autorise pas d'aller chercher l'argent ou de rentrer dans votre compte, etc. Donc, il ne devrait pas, on espère que ce n'est pas un problème. Prochain. Donc, aussi, on a que je ne fais aucune transaction dans mon compte de fiducie. J'ai tout simplement, le client va me payer mes honoraires. Oui, et puis ce qu'on a vu, c'est que le client a reçu une facture de son avocat. Il a payé la facture et ensuite, le vrai avocat a envoyé la facture pour dire « paye-moi ». Et le client l'a appelé pour dire « je t'ai payé 2 jours passés quand tu m'as envoyé la facture ». Et certainement, on a découvert que les fraudeurs avaient rentré, ils avaient créé une facture, l'avaient envoyée et l'argent a été transféré au compte des fraudeurs. Donc, à ce point-là, est-ce que vous pensez que le client va vous payer? Donc, c'est ça l'importance d'avoir les numéros de compte de fiducie et général pour s'assurer qu'on n'a pas ces tromperies qui sont en place. Encore, à vous, si vous ne voulez pas le faire, vous connaissez bien la connaissance. Ensuite, prochain. On a une liste de contrôle qu'on a mise en place pour que votre personnel peut vérifier les numéros de compte. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis dans votre dossier, quelqu'un peut s'en occuper, ils peuvent indiquer comment est-ce qu'ils confirment et le tout est en place. Encore, pas obligatoire de l'utiliser, mais si vous voulez avoir un format qui peut être standard dans l'ouverture des dossiers, ça peut aider. Et n'importe quel temps que vous avez envoyé des fonds, il fallait revoir la liste de contrôle et savoir dans quel compte que ça va et comment communiquer avec votre client. Maintenant, ça indique un mot de passe. Ce n'est pas qu'on oblige qu'il y ait un mot de passe, c'est protection en surplus que si j'appelle une personne et que la personne répond et puis qu'elle semble avoir toute l'information qu'on a, on leur demande le mot de passe qu'on a établi et puis elle ne peut pas le donner, mais là, on sait que ce n'est pas la personne à qui on parlait. Procédure, est-ce que c'est poussé un peu? Peut-être. On vous laisse à vous
de le faire. Prochain. Donc, si vous avez déjà, puis certainement que vous avez des clients qui sont déjà en place, vous n'avez pas fait ceci dans le temps, on vous donne un format aussi que vous pouvez envoyer un courriel à vos clients pour leur indiquer que vous devez échanger l'information, qu'ils devraient se méfier de ces escroqueries pour qu'elles soient évitées et que s'il n'y a aucune demande qu'ils reçoivent, qu'ils devraient vérifier avec vous pour s'assurer qu'il y a la bonne information. Et on passe au prochain. Donc, la question, est-ce que j'ai besoin de soumettre quelque chose présentement à LawPro? Est-ce que j'ai besoin de faire des démarches pour confirmer que le tout est fait? Et à ce point-ci, non, absolument rien. Vous n'avez rien à faire pour ça. Vous avez tout simplement à établir la relation avec le client, échanger l'information avec le client, les aviser qu'il ne devrait pas avoir de changement, puis que s'il y a un changement, qu'il devrait vérifier avec vous, mais c'est tout. Certainement, si vous avez une réclamation, on va vous demander à ce point-là pour confirmation de votre échange d'informations, etc., etc. Donc, c'est quelque chose à avoir dans le dossier, mais vous n'avez rien à faire de ce plus aujourd'hui que d'établir la relation et le mandat avec votre client. Il y a un lien là qui ne devrait pas être, qui va dans un autre fichier, là, donc on va revenir plus tard. C'est bien. OK. Mais merci beaucoup, Raymond. Ça a été très, très intéressant et intense. Donc, on va te laisser prendre une petite pause. Je vais passer au sujet suivant, qui est l'intelligence artificielle ou IA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais quant à moi, c'est une véritable révolution technologique. On entend parler de l'IA partout. Surtout depuis environ un an, il y a de plus en plus de publicités faisant la promotion de l'IA dans tous les aspects de la vie. Les professions juridiques sont aussi ciblées. J'ai remarqué que depuis le 1er mai 2024, même le recueil de jurisprudence de l'Ontario, nos fameux ORs, a même introduit une nouvelle rubrique qui s'appelle AI and Legal Tech. Donc, ça, c'est intéressant, ça va être intéressant à suivre. Un des outils les plus connus, en tout cas qu'on entend parler tous les jours, c'est le ChatGPT qui promet de faciliter, entre autres, la recherche, la rédaction, la lecture de documents, en les résumant, et ainsi de suite. Donc, l'utilisation de l'IA est très attirante pour les avocats et les parajuristes qui sont souvent à court de temps. Mais l'utilisation de l'IA, ce n'est pas sans risque. Et c'est pourquoi le barreau, en avril 2024, tout récemment, a publié un livre blanc et le lien est dans la présentation. Le livre blanc donne un aperçu de l'IA générative et des risques et guide les titulaires de permis qui font usage de l'IA dans leur pratique, à savoir quoi prendre en considération pour se conformer aux règles du code. Donc, les risques incluent, entre autres, la diffusion par mégarde de renseignements confidentiels sur le client, des résultats faux qui peuvent être générés par l'IA ou inexacts ou même inventés par l'IA. Les règles du Code de déontologie des avocats et celui des parajuristes s'appliquent dans l'utilisation de l'IA. Entre autres, les règles portant sur la norme de compétences requises, le secret professionnel, la confidentialité, la création de la relation avocat-client ou parajuriste-client s'appliquent toujours. Pour minimiser les risques, les titulaires de permis devraient bien connaître et comprendre les produits d'IA qui sont disponibles avant de les utiliser. Donc, évitez de vous fier aux résultats générés par l'IA et révisez attentivement les résultats pour vous assurer qu'ils sont exacts et appropriés. Utilisez toujours votre propre jugement professionnel. Développez des politiques sur l'utilisation de l'IA dans votre cabinet. Soyez aussi transparent et informez les clients que vous utilisez l'IA dans leur affaire.
Et je vous rappelle que le site web du barreau a plusieurs ressources. J'ai parlé du livre blanc. Il y a aussi beaucoup d'autres ressources qui sont, et les liens sont dans le diapo. Maintenant, Raymond va enchaîner et va nous donner d'autres leçons selon la perspective de l'APRO. Donc, merci. L'APRO encourage l'utilisation de technologies. Il s'agit de savoir comment l'utiliser et connaître les pétrins, les risques. Sophie a déjà passé à travers des risques. Il y a des risques pour les avocats qui l'utilisent. On a tous entendu parler des causes aux États-Unis et en Colombie-Britannique où l'avocat a soumis au barreau, à la cour, un document qui a été entièrement créé par l'intelligence artificielle. Sans l'avoir revu, parce que malheureusement, l'intelligence artificielle avait créé des causes qui supportaient la position que l'avocat voulait prendre. Malheureusement, création totalement inventée. Et donc, il faut se méfier vraiment, parce qu'on a un document qui sort d'un système ne veut pas dire qu'on a vraiment quelque chose de véritable. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est de connaître, on a parlé de ChatGPT, mais il y a beaucoup, beaucoup de différents systèmes qui sont maintenant incorporés dans d'autres choses que vous avez, Google Search, n'importe quoi, des systèmes que vous avez, maintenant commencent à incorporer ces systèmes en place. Le problème avec, c'est que si c'est porte ouverte, si vous voulez, le système accepte les données et les incorpore dans sa base de données qui peuvent maintenant être utilisées pour répondre à d'autres questions. Donc, il faut se méfier de l'ampleur où l'information va aller et comment est-ce qu'elle va être utilisée. Ce qu'on commence à voir, c'est que maintenant, il y a des produits qui sont émis que les bureaux peuvent payer pour, qui maintenant va constraindre l'utilisation, quelles données qu'ils vont utiliser. Soit que ça va être seulement les données du bureau ou ça va être certaines données, mais que ça ne dépassera pas ce point-là, ou même que l'information que vous mettez dedans ne sera pas utilisée, ne sera pas conservée par le système. C'est quelque chose à vérifier. L'autre chose, c'est que quelles sont les données? Plusieurs des programmes qui sont en place vont prévoir que les données sont seulement en date, on va dire, du 31 décembre 2022. Donc, n'importe quelle cause, n'importe quel progrès qui a été fait en 2023-2024 ne sera pas dans vos données que vous êtes dans le rapport que vous allez recevoir. Donc, ce n'est peut-être pas à jour, surtout si les choses ont changé récemment. Donc, il faut se méfier encore de cette façon-là. Il faut vérifier aussi le contexte. Quand j'étais avocat, j'ai eu la situation où quelqu'un avait fait une réclamation contre mon employeur qui était qu'on avait fait des bris au code de bâtiment. Quand je m'ai mis à revoir les bris qui soulevaient, je questionnais le volume, premièrement. On avait un nombre immense d'infractions. Et puis, je questionnais un peu le fondement. Et j'ai découvert que le code du bâtiment qu'il utilisait, c'est celui de la Californie qu'il avait reçu sur l'Internet et non celui de l'Ontario. Donc, c'est exactement les choses qu'on doit se méfier. C'est quelles sont les sources, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. L'autre chose, c'est qu'il faut aussi aviser les clients. Les clients, maintenant, savent certainement, ils aiment utiliser l'Internet pour avoir toutes sortes d'informations. Vous leur envoyez une lettre, peut-être avec de l'information qui devrait faire partie du secret professionnel. Il y a un privilège dessus d'information. Et le client décide de mettre la lettre sur l'Internet pour voir quelle sorte de données que ChatGPT pourrait leur donner, quelle information, quelle mesure, quelle prochaine étape qu'ils pourraient faire. Tout probablement, à ce point-là, ils viennent de perdre le privilège qu'ils avaient. Donc, il faudrait les aviser aux clients de se méfier avec quoi ce qu'ils font avec l'information qui peut avoir un privilège. L'autre chose qu'on voit, et ce qu'on vous a donné un peu dans
sur la diapo, c'est que maintenant, il y a des directives qui ont été données ou qui seront données sous peu par les cours. Donc, la Cour suprême du Canada indique qu'elle va émettre une directive. La Cour fédérale du Canada a déjà émis une directive. La Cour Manitoba, la Cour du Yukon ont déjà émis des directives. Donc, si vous faites affaire dans ces situations-là, vous devez vous méfier pour faire certain que vous respectez les directives qui ont été mandatées. Et je crains que ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir beaucoup d'autres cours, beaucoup d'autres instances où exactement on va avoir des directives à suivre. Le problème, certainement, c'est qu'ils ne s'engenceront pas. Donc, dépendant dans quel cours que vous êtes, à quel temps, vous avez peut-être différentes directives à suivre. Tout récemment, on vient de voir que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada vient d'émettre des principes pour les technologies de l'intelligence artificielle génératrice responsable, et digne et de confiance et respectueuse de la loi privée, la vie privée. Donc, vous avez encore des mesures là qui peuvent peut-être affecter l'information que vous utilisez ou comment vous utilisez l'information. Donc, c'est à se méfier dans ces circonstances de qu'est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on l'utilise pour procéder, pour avoir les meilleurs résultats. Parce qu'on a un système informatique qui nous donne des données, ne veut pas dire qu'on ne devrait pas revoir et confirmer ces données. On n'accepterait pas normalement d'avoir un récit d'un étudiant au cabinet sur une certaine cause sans le lire, sans voir si ça fait du sens, sans même peut-être vérifier ou le donner à quelqu'un d'autre de vérifier. On ne devrait pas le faire parce que c'est une machine qui nous sort l'information. Ne devrait pas changer notre obligation comme avocat de s'assurer que l'information est appropriée pour le client et pour la juridiction dans laquelle on pratique. Louise, as-tu quelque chose de ton point? Non, je pense que tu as tout ouvert. Je pense qu'il n'y a aucun cas ici dans notre service qui traite de cela, mais on est encore au début. Fait que on est au courant de la décision en Alberta, puis encore être aux aguets. Absolument. On passe au prochain, Sylvie? Oui, moi, en fait, j'ajouterais juste que oui, tu as bien soulevé, Ray, les points, les pièges, les risques. Et aussi, je pense que les titulaires de permis devraient être beaucoup, vraiment à l'affût s'ils utilisent des chatbox dans leur site Web. Parce que lorsque les gens qui visitent le site entrent des questions, par exemple, ils ont une question de nature juridique et ils entrent la question dans le chatbox et une réponse qui est générée par l'AI. Et donc, est-ce que cette réponse-là constitue de la provision de services juridiques? Est-ce que c'est un conseil juridique qui vient d'être émis par l'AI? Et est-ce que ça crée une relation avocat-client du moment que la réponse est soumise? Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention et qui va, évidemment, je pense que la jurisprudence va se développer énormément dans l'avenir. Donc, on vous reviendra probablement bientôt, d'ici 1 an ou 2, pour faire un suivi. Ça va être intéressant de voir ceux qui se représentent eux-mêmes devant les tribunaux ou les cours. Probablement, eux vont l'utiliser de beaucoup. Donc, il va falloir se méfier comme avocat qui représente une partie lorsqu'on reçoit quelque chose de quelqu'un d'autre, parce que peut-être qu'ils ont utilisé le chat GPT et ils ont une cause, très bonne cause, mais qui n'a jamais existé. Donc, il va falloir vérifier ou qu'ils vont leur donner une procédure. Et ça, c'est à se méfier aussi, qu'eux vont avoir une procédure, ils pensent qu'ils ont la bonne procédure, ils vont se présenter devant la cour et ce n'est pas les procédures de cette cour-là. Absolument. Donc, il faut se méfier, faire attention. Alors, sans plus tarder, on défile quand même assez vite, mais je vais passer à le prochain sujet qui est encore une fois pour Raymond, qui va nous parler des nouvelles taxes.
Donc, surtout les avocats de droits immobiliers, mais c'est bon à savoir pour les avocats en commercial, même en droit de famille, de savoir, il y a une série de nouvelles taxes qui ont été imposées sur les propriétés immobilières dans les dernières années. Intéressant comment ça se développe vite aussi. Donc, la taxe sur le logement vacant a commencé à Vancouver, ça va commencer à 1 c'est maintenant rendu à 5 donc, il faut voir comment ça progresse vite et puis que c'est des chiffres qui sont assez importants. Maintenant, l'Ontario, la province de l'Ontario a donné aux municipalités le droit de créer ces taxes-là. Toronto a accepté, a commencé à 1 sont maintenant rendus à 3 Ottawa et Hamilton ont leur taxe, est à 1 et il y a d'autres juridictions qui regardent à mettre des taxes aussi en place. Et donc, on doit se méfier pour voir. Le problème avec, c'est que la personne est taxée si elle ne fait rien. Tu dois déposer une déclaration pour dire que la propriété n'est pas vacante. S'il n'y a pas de déclaration, la propriété est considérée vacante et la taxe est ajoutée. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'il y en est. Malheureusement, quelque chose n'a pas bien été à Toronto cette année. Il y avait 17 000 propriétés qui étaient connues ou qui avaient été désignées comme vacantes, mais 100 000 factures de taxes ont été envoyées. Donc, beaucoup de problèmes à ce cas-là. Certainement pas la responsabilité de l'avocat, mais quelque chose certainement que les avocats vont voir parce que les clients vont les appeler, demander qu'est-ce qui se passe, il y a des façons de faire des appels, etc. Tout un nouveau système qu'on n'a pas vu avant. Donc, c'est quelque chose à se méfier lorsqu'on a des transactions immobilières. Puis, Raymond, juste pour t'interrompre à ce sujet-là avec Toronto, il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant qu'on devait envoyer cet avis-là. Alors, c'est ça, ça a causé beaucoup de problèmes parce que les gens n'étaient pas au courant du fait que c'était continuel qu'à toutes les années qu'on devait faire ça. On l'a fait l'année passée. Puis je pense que c'est ça qui a causé beaucoup de problèmes, hein, si je me rappelle bien. Exactement, c'est un des problèmes. Oui, c'est exactement ça que ils pensaient que je l'ai déjà fait la déclaration, donc j'ai plus besoin de le faire. Puis oui, malheureusement, ça n'a pas bien été pour eux. Tout récemment, le budget fédéral a été mis en place et on regarde à augmenter les gains, les taxes sur les gains en capital. On a traditionnellement, c'était 50 bien qu'à travers les années, c'est différents chiffres, mais je pense pour l'historique récente, je pense que c'était 50 tout le long. Maintenant, on prévoit que ça va être 50 pour le premier 250 000 et au-delà de là, c'était à 66 et 2 tiers. Maintenant, ce n'est pas le taux de taxe, ça, c'est le taux du gain qui est ajouté à votre revenu. Et ensuite, vous êtes taxé sur votre revenu sur les taux appropriés. Mais ça fait quand même une différence. Si vous dépassez 250 000, il y a un tiers de plus qui s'est ajouté maintenant à votre revenu. Et certainement, comme vous savez, le plus haut le revenu, le plus haut la taxe sur le revenu. Donc, quelqu'un qui peut-être avait des taux moins élevés, mais qui a vendu sa maison de cette année-là, va se trouver une situation différente. Donc, c'est quelque chose à vérifier, à voir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a aussi, depuis quelque temps, une interdiction sur l'achat de propriétés immobilières résidentielles au Canada par des non-Canadiens, qui est une prévision fédérale, donc à travers le pays. C'était pour 2 ans. Maintenant, le gouvernement vient juste de faire une extension et ils ont ajouté un autre 2 ans au 1er janvier 2027. Et ensuite, le gouvernement de l'Ontario a un impôt sur la spéculation pour les non-résidents pour toute propriété résidentielle en Ontario. C'est un 25 du montant. Donc, c'est assez élevé quand même. Toutes ces prévisions-là ont été mises en place pour résoudre le problème de manque de logement. Maintenant, il y en a beaucoup qui questionnent, puis il y a beaucoup qui soupçonnent que ça n'a aucun impact ou très peu d'impact. Mais la réalité, c'est qu'on a maintenant ces mesures-là en place et il faut se méfier pour voir. Donc, quand on donne un conseil aux clients,
de transférer des propriétés lorsqu'on fait des changements dans les structures corporatives, lorsqu'on décide de faire de l'application pour la succession, dans procédure aussi, lorsqu'on fait de la planification familiale, toutes ces instances-là, ça a tout un impact maintenant, ou ça peut avoir un impact sur les clients et quelque chose qu'on doit se méfier. Maintenant, comme avocat, on n'a pas besoin d'être versé dans tous les détails de ceci. Il s'agit simplement que si l'avocat n'est pas à l'aise avec les règles, d'aviser les clients d'aller chercher un expert, un comptable ou un avocat qui est qualifié dans la taxation. Donc, encore, très important, on a des réclamations où exactement le client rapproche l'avocat de ne pas lui avoir protégé de ces systèmes-là. L'avocat indique que ce n'était pas dans son mandat, bien que ce n'est pas par écrit. Et puis, tout simplement, ce que l'avocat a besoin de faire, c'est de dire tout simplement, je ne suis pas un expert, je te recommande d'aller voir quelqu'un. Et puis, de faire certain que c'est par écrit parce que les clients vont certainement l'oublier lorsque le temps vient qu'il y a un problème. Je veux juste dire, tout ce que Raymond indique, là, savoir ce que vous mettez dans un mandat ou non, ça peut toujours se retrouver devant le barreau pour un manque de service. Hein, Sophie? Alors, soyez prudents d'écouter ce que les consignes, ce que Raymond dit, parce que ça s'applique aussi pour le barreau. Puis, quand on argumente des causes, ce sont des choses qu'on va dire, le manque de service, le manque de savoir ce qu'il en est. C'est intéressant ce que tu dis parce que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a des réclamations, souvent les clients ont des plaintes devant le barreau aussi. Et vice-versa, une plainte du barreau peut se rendre à être une réclamation contre avec LawPro. C'est pas mal les mêmes choses. Et intéressant, la première raison pourquoi un avocat va avoir une réclamation contre lui pour LawPro, c'est le manque de communication. Et en gros, du côté du barreau, je pense que pour des plaintes, c'est encore la même chose. C'est un manque de communication qui est en place, qui démontre qui était la raison. Je trouve ça assez curieux que les avocats qui se disent être bons à communiquer semblent être le plus gros problème qu'ils ont. Donc, il faut certains. Et souvent, ce n'est pas le problème que l'avocat ne l'a pas communiqué, c'est qu'il ne l'a pas par écrit. Il n'y a pas de preuve. Donc, quand le client rentre et qu'il dit j'ai seulement eu un avocat dans ma vie, je n'ai jamais fait affaire avec les avocats, la personne est habillée de cette façon aussi, elle parlait de même, ses cheveux étaient de même, décrit vraiment la situation, on va dire qu'ils ne m'ont jamais parlé de ça. L'avocat va s'asseoir, dire au tribunal, au juge, bien, voici ma procédure standard et il va énumérer toutes les étapes. Puis le juge va dire, ça c'est parfait, procédure parfaite, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu as fait pour ce client-là? Et si vous n'avez pas quelque chose par écrit, si vous n'avez pas des notes qui sont assez spécifiques à ce point-là, normalement, le juge va prendre la cause de crédibilité, va tomber sur le côté du client. Et l'avocat va être pris responsable avec cette décision-là. Donc, c'est quelque chose à faire. On a pu défendre un avocat avec un time docket, je ne sais pas comment dire en français. Là. Des bordereaux. Bordereau. Donc, l'avocat avait un bordereau qui indiquait qu'à une telle date, il avait parlé avec le client pour X montant de minutes et il avait mis juste grande ligne du sujet, un des sujets que le client dit qu'il n'avait jamais parlé. Et le juge a accepté à ce point-là que l'avocat avait preuve qu'il avait eu la discussion et donc n'a pas donné cause à la plainte ou la réclamation du client. Puis, une des raisons pour laquelle les juges, les arbitres prennent la part du client, c'est parce que le client, c'est un seul dossier habituellement avec lequel ils sont en train de transiger, tandis qu'un avocat a plusieurs dossiers. Fait que, juste pour la mémoire, et puis ce qu'il en est, habituellement, c'est le poids est plus vers le client, sauf, comme tu dis, Raymond, des circonstances où tu as une petite note ou tu as un petit détail qui pourrait t'aider. Oui. Malheureusement, Bon. les avocats savent de prendre des notes, mais
sont pas toujours là. Donc, c'est pour ça que la technologie peut vraiment vous aider. Toutes sortes de systèmes, tellement plus facile de faire des notes aujourd'hui que quand ça l'était il y a quelques années passées. Non, absolument. En fait, les avocats nous disent souvent, oh, j'ai pris un appel téléphonique alors que je conduisais et c'était le client et je n'ai pas eu le temps de prendre des notes par la suite. Mais il y a des fonctions sur les téléphones intelligents. Vous pouvez, envoyez-vous un mémo oral et pour vous rappeler ensuite, faites-le transcrire directement par votre système. Ça se fait très, très facilement et assurez-vous de conserver les notes au dossier. Quand le barreau vous demande de fournir le dossier complet du client, assurez-vous que les notes soient là. Ça nous aide énormément à vraiment bien saisir la relation et ce qui s'est dit, comment le tout s'est déroulé. Donc, documenter. Oui. Alors, maintenant, le dernier sujet, les rejets administratifs. Je pense que Raymond, tu voulais nous donner quelques mots, nous dire quelques mots à ce sujet-là. Oui, donc depuis lundi de cette semaine, les cours commencent les rejets administratifs. Donc, pour comprendre, si vous faites du litige, il y a une règle qui prévoit que si vous n'avez pas déposé la cause pour un procès sur la liste des procès dans 5 ans, ou si vous aviez déposé sur la liste, mais qui a été enlevé de la liste et vous ne l'avez pas remis sur la liste dans les prochains 2 ans, la Cour peut rejeter la cause. Maintenant, c'était en suspens à cause de COVID. Et puis, donc, on n'avait pas procédé à faire des rejets, mais le gouvernement maintenant a mandaté qu'on recommence, ou les cours ont mandaté qu'on recommence le processus. Donc, ce qu'on comprend, c'est que toute cause qui est au-delà de la période de 5 ans ou de 2 ans peut être rejetée. Ce qu'on comprend, c'est que les cours locales vont s'occuper de tous les dossiers qui arrivent à cette limite aujourd'hui ou au futur. Mais pour tout ce qu'il y avait auparavant, tous les dossiers qui sont déjà dépassés ces normes-là, ils vont supposément avoir un groupe de travail qui va s'occuper de voir à faire le rejet. Maintenant, c'est à la grandeur de la province et c'est tous les cours. Donc, savoir exactement comment ça va se prononcer. Il y a quelques années, lorsque 2012, je pense que ça a été changé, le système de 2 ans à 5 ans. Dans le temps, LawPro avait reçu beaucoup de réclamations et on avait payé au-delà de 10 millions pour réparer les problèmes. Comme vous savez, notre prime, votre prime est basée sur le montant qu'on paye en réclamation. Donc, c'est dans tous notre intérêt de réduire le montant autant que possible. Donc, si vous avez des dossiers qui ont plus de 5 ans et ne sont pas sur la liste pour le procès, qui ont été rejetés de la liste et qui n'ont pas été remis pour 2 ans, attardez-vous à ces dossiers-là. Communiquer le client, vérifier, voir s'ils veulent continuer. S'ils veulent continuer, prendre des mesures. On vous donne, il y a 2 avis, 2 liens qui sont prévus là. Un, c'est de la Cour de l'Ontario ou je pense que c'est du gouvernement même. Mais de toute façon, c'est la procédure qu'ils ont. Et un, c'est de LawPro. On vous indique, celui de LawPro vous indique quelles sont les démarches à prendre pour éviter. Si votre cause a déjà ou est presque, va prochainement être dépassée la date limite, vous devez commencer soit soumettre avec consentement de l'autre partie un avis au gouvernement, un horaire de comment est-ce que ça va procéder ou de prendre une motion, apporter une motion pour que le juge mette en place l'horaire si l'autre partie ne consente pas. À notre connaissance, tous les actions où quelque chose va être déposé vont être enlevées de la liste pour un rejet jusqu'à ce que
la question soit résolue, soit par la motion ou par acceptation de l'horaire qui a été mis en place. On demande à ceux qui ont des procédures, qui vont prendre une motion où l'autre partie ne consente pas ou ne répond pas pour indiquer qu'ils vont consentir à la motion, de remettre une plainte, une réclamation avec LawPro pour qu'on puisse vous aider. Dans notre documentation, on a indiqué aussi quelle est l'information qui doit être mise en place devant le juge. La Cour a demandé que si ce n'est pas opposé, de faire les motions par écrit. Seulement s'il y a une opposition, de le faire pour avoir une date se présenter devant la Cour. Donc, c'est quelque chose à se méfier. Il faut répondre à certaines questions. Il y a une procédure à faire et on demande. Maintenant, j'ai vérifié juste hier et on a déjà, je pense, 45 différentes réclamations qui ont été soumises à LawPro dans des dossiers. C'est quelque chose qu'on veut aider et on peut aider les gens à procéder, mais c'est très important qu'on passe à travers, qu'on évite tous les rejets administratifs possibles. Maintenant, si la cause, le client ne veut plus procéder, etc., oui, ça peut être bien à ce point-là, mais encore, il faudrait vérifier avec le client pour voir, parce que si on laisse simplement la chose passer, vous allez recevoir une ordonnance du rejet administratif. Vous devrez, à ce point-là, le signifier à vos clients. Et si les clients ne sont pas au courant ou ne sont pas de bonne humeur avec cette décision-là, c'est là que vous y prenez une réclamation contre vous. Donc, c'est simplement un rappel pour dire qu'à partir de cette semaine, la procédure recommence et on doit se méfier et on attend qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont sujets à être à un rejet administratif. Donc, puis Raymond, juste plaît. faire suite à ce que tu dis au sujet d'inviter ton client quand tu reçois un rejet, faites-le, sinon il pourrait avoir une plainte au barreau, hein, Sophie? Exactement, c'est ce que j'étais pour dire. Oui, souvent, ça va ensemble, ça, la réclamation à LawPro et la plainte au barreau. Et là, le barreau va regarder ça au niveau de la compétence. Donc, oui, allez revoir vos vieux dossiers là, qui sont un peu empoussiérés. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on aurait un dossier où on ne fait pas de l'argent. Tant qu'à moi, il me semble que s'il ne fait pas de l'argent, ferme le dossier, va à quelque chose d'autre. Mais Exactement. C'est- Mais je pense que ça clôt, je vais juste regarder. Oui, merci. Ça clôt la présentation. Oui. on a des questions ou Je n'ai pas encore reçu de questions dans le Q&A ou dans le chat, mais c'était vraiment intéressant. Puis j'ai vraiment aimé vos commentaires. Puis vous m'avez appris plein de choses. Fait que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je sais que ça fait un bout de temps qu'on discute ensemble et tout ça, là, mais avoir entendu tout en détail, c'était vraiment intéressant. Alors, merci beaucoup. Puis j'aimerais aussi remercier ceux qui sont avec nous d'avoir participé à la formation aujourd'hui. C'est très apprécié d'avoir pris votre heure du dîner, d'être avec nous. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'écouter des formations professionnelles en français. Alors, j'espère que c'était une bonne chance pour vous de faire ça. Puis, la GFO va vous envoyer un courriel la semaine prochaine avec le lien à l'enregistrement ainsi que le lien au sondage de rétroaction que je vous ai envoyé dans le chat. Ça prend 2 minutes à remplir, c'est pas très long. Puis vos commentaires sont vraiment précieux pour nous, ça nous appuie dans la livraison de nos formations futures. Je vais aussi vous envoyer une copie PDF de la présentation PowerPoint. Alors, vous allez avoir accès à toutes les ressources, à tous les liens qui seront dans la présentation. Puis, je regarde ici voir, je pense pas que j'ai eu d'autres questions. Fait que on clôt 15 minutes plus tôt, mais c'est correct, ça vous redonne un petit peu de temps à vous préparer pour retourner au travail pour l'après-midi. Puis j'espère vous revoir à un événement futur de la GFO. Je vous souhaite tous une excellente journée. Merci beaucoup encore. Merci.